Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Les 4 maires des 4 plus grandes villes du Limousin viennent défendre leur action sur le plateau de Dimanche en politique dans une série d'émissions spéciales. Second de nos invités, après Frédéric Soulier, le maire de Brive la semaine dernière, un autre Corrézien, Bernard Combe, maire PS de Tulle. Il se représente officiellement, c'est officiel depuis quelques jours. Quel est son bilan? Quels sont ses succès, ses échecs? Qu'en pensent ses opposants? Quels sont ses projets? Réponse dans quelques instants. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Alors c'est le 18 octobre, il y a seulement 9 jours que vous avez annoncé votre candidature à un 3e mandat comme maire de Tulle, fonction que vous occupez depuis 11 ans maintenant. Bonjour Bernard Combe. Bonjour madame. Vous semblez avoir hésité à vous représenter, parce que vous avez quand même été élu à 65% en 2014, est-ce que c'est à cause des derniers échecs de la gauche en Corrèze, au sénatorial, au départemental, aux législatives ? Non, ce n'est pas la raison qui m'a poussé vraiment à me représenter. Ce qui m'a poussé à me représenter, c'est l'analyse de la situation politique locale d'une part, et d'autre part le travail que nous avons à conduire dans cette municipalité pour améliorer toujours la vie des tudistes. J'ai fait beaucoup pendant ces 11 années, enfin je l'espère, avec des équipes qui ont été auprès de moi toujours motivées pour le faire. Et il m'a semblé, après réflexion, parce qu'on réfléchit quand même quand on se présente à une élection, on fait le point sur ce qu'on a fait, sur la manière dont on a investi ce champ-là, ce que ça représente aussi en termes d'abnégation pour soi-même, pour la vie des siens, pour sa vie personnelle. Et on fait le calcul au sens noble du terme. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser la place. Quelqu'un d'autre ou quelqu'une aurait très bien pu faire ce travail, mais je pense que j'ai encore à montrer et à démontrer ma capacité à faire. Alors on va parler de votre bilan. Vous êtes peut-être la dernière figure socialiste en place en Corrèze. Le PS n'a pas le vent en poupe au niveau national. Vous continuez à porter haut et fort quand même cette étiquette du PS? Écoutez, j'aurais peut-être deux réflexions à faire. Il y a la réflexion locale. Je suis un homme politique local, socialiste. Je ne renie pas cette image politique, cette fonction politique, cet attachement politique, ces valeurs qui sont portées par le socialisme. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, toutes celles et ceux qui se cachent derrière une image vaguement socialiste, mais pas sûre, ont tort de le faire. Alors c'est vrai qu'après, il y a au plan national beaucoup à dire sur la gestion du Parti socialiste aujourd'hui. Je pense que c'est un parti peuplé de fantômes politiques qui se sont très mal remis de la dernière élection. Or, il devrait plutôt porter le bilan de François Hollande et être fier de ce qui a été fait en matière sociale et économique, et puis aller de l'avant, faire des propositions, plutôt que de se cacher et d'être coupable. Coupable de quoi ? Alors face à vous, peu de candidatures officielles pour l'instant, si ce n'est celle de José Dinucci, le secrétaire départemental du Rassemblement national, peut-être Raphaël Chaumeil chez les Républicains, mais rien n'est encore officiel. Peut-être. Peut-être. Alors on vous dit difficilement détrônable en tout cas en terre de Hollandie, comme certains disent. C'est peut-être difficile d'ailleurs pour vous de sortir de l'ombre de François Hollande. Vous avez été l'attaché parlementaire de François Hollande, son conseiller à l'Élysée pendant plusieurs années quand il était président. Il s'est même murmuré à un moment qu'il aurait pu être sur votre liste, sur la liste à Tulle, rumeur qui a été démentie, mais ça en dit quand même long sur ce que pensent les gens de votre relation à l'ancien président. Vous savez, en Corrèze, c'est très particulier. Il y avait les Chiraciens et Chirac, il y a les Hollandais et Hollande. Je suis sans doute un très bon Hollandais. Je parle le hollandais dans le texte, c'est vrai d'ailleurs. Et en même temps, je voudrais dire que j'ai souvent été indexé sur le hollandisme. J'ai été indexé quand ça allait très bien et où on gagnait des parts dans les villes, au département, où on pouvait être en conquête. Et puis j'ai aussi connu les défaites du hollandisme et je les ai subies à travers des sénatoriales, des législatives, des départementales. C'est la vie politique qui veut ça. Pas toujours facile à porter. Ce n'est pas facile, mais en même temps, j'essaie toujours d'avoir ma propre personnalité et j'essaie de distinguer finalement ce qu'est François Hollande, qui a été quand même président de la République. C'est beaucoup plus que maire de Tulle, et de ce que je peux faire moi, localement, avec, c'est vrai, une capacité nationale liée aux fonctions que j'ai exercées à l'Élysée pendant 5 ans comme conseiller. Alors si vous êtes réélu, 3 mandats, ça fait 18 ans, est-ce que c'est pas beaucoup pour un seul homme? En plus, vous êtes vice-président à l'Agglo, conseiller départemental aussi, ça fait beaucoup pour un seul homme? Pour un seul homme, mais c'est une équipe qui se présente à la ville de Tulle. Alors certes, il y a un chef d'orchestre qui est là, qui essaie de montrer à quel point il peut entraîner une équipe, mais sans toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces années, je n'aurais pas fait le travail que j'ai fait. Donc oui, il y a un homme, une femme en tête de liste, c'est vrai. Il y a aussi des hommes et des femmes derrière qui sont là vraiment fortement pour accompagner un projet. Donc ça ne fait pas peur quand on a ces équipes-là autour de soi. Et j'ai eu de très belles équipes.
Alors, on va parler effectivement de votre équipe. Un poids lourd, effectivement, de votre gouvernement. Dominique Grador, première adjointe PCF, qui ne repartira pas dans la prochaine équipe. Alors, voilà ce qu'elle dit. Qu'entends-tu, elle vous tutoie, vous connaissez bien, elle peut, qu'entends-tu par repartir sur un mandat avec un nouveau logiciel? C'est ce que vous auriez dit dans une conférence de presse. Comment faire bouger les lignes avec un cadre de plus en plus contraignant, faire moins de services publics, donner moins aux associations? Effectivement, il y a 1,5 million de dotations de l'État en moins pendant votre dernier mandat. C'est ça, le cadre plus contraignant. Parallèlement, l'État se désengage de plus en plus sur différents dossiers. Comment on fait 6 ans de plus avec ces contraintes-là? Est-ce que vous comprenez ce que dit Dominique Grador? Bien sûr, je le comprends très bien. Puis on l'a vécu pendant toutes ces années avec elle, comme première adjointe en charge des affaires générales, de la scolarité et de tant de choses. Non, avec Dominique et avec les autres élus de cette majorité, nous avons pu travailler dans de bonnes conditions, malgré la raréfaction budgétaire. C'est vrai qu'on a perdu 1,5 million d'euros de dotation de fonctionnement, comme beaucoup d'autres villes. J'ai regretté, et je l'ai dit à François Hollande, on ne peut pas, on doit faire de la progressivité et de la péréquation. Une ville comme Tulle, franchement, perdre 1,5 million d'euros, c'était quand même très difficile à supporter. Parce que ces baisses de dotation, il faut rappeler que ce n'est pas sous Emmanuel Macron. Non, c'est bien sous François Hollande, parce qu'il y avait, vous savez, il fallait redresser les comptes de la nation, et il y avait en gros 30 milliards qui étaient organisés avec 10 milliards aux entreprises, 10 milliards aux ménages et 10 milliards aux collectivités. C'était trop dur pour les collectivités, d'ailleurs, on en a beaucoup souffert. Ce que je peux simplement dire pour compenser un peu ça, c'est qu'à travers les subventions que j'ai obtenues dans les projets que j'ai conduits, on a largement rattrapé ce 1,5 million. C'est quoi le nouveau logiciel dont vous parlez pour repartir sur un nouveau mandat éventuel? Je comprends. Le nouveau logiciel, c'est tout simplement de repartir de l'analyse du terrain, ne pas perdre la place qu'ont les citoyens dans un espace de décision. Et souvent, quand on est aux affaires, on a parfois des difficultés où nous pouvons imaginer qu'on est seul capable à connaître les bonnes raisons de faire avancer une ville. Or, j'ai vu à la lumière des derniers débats qui se sont déroulés, puisque nous avons vraiment conduit des négociations et puis des assemblées avec la population, j'ai compris qu'elle voulait prendre sa part. Et je proposerai dans ce cadre-là un conseil citoyen d'un genre tout à fait nouveau qui viendra s'adosser à la vie municipale, qui analysera avec nous les projets, qui les conduira, qui les co-conduira, les co-construira, de telle sorte que la population puisse s'approprier davantage un projet. Alors on reparlera un peu de démocratie participative dans quelques instants, mais d'abord, nous avons donné la parole à quelques tullistes qui parlent de votre politique et de vous. Regardez. Il a fait des choses et il continue à faire des choses. Sur le plan culturel, sur le plan aménagement, c'est un monsieur qui est aussi en tant qu'individu, c'est un monsieur sympathique. Je voterai pour lui, quoi. Il a bien travaillé du côté de la gare, c'est joli, mais il est en train de momifier le quartier du Trek, c'est moins beau. Pourquoi momifier? Il a tout bloqué. Il bloque tout, il met un musée. C'est pas ça qui va amener de la vie dans le quartier. Hein. Il faudrait des habitants pour faire tourner des commerces. Et les commerces, ça amènerait de l'argent à la ville, pas le musée. Puis à partir d'une certaine heure, il n'y a plus rien, donc c'est assez délicat. Voilà. Il faudrait plus d'animation Oui, plus d'animation. Et après aussi, pour se garer, c'est très, très, très galère. Il y a beaucoup trop de migrants qui ne savent pas se tenir. Et puis il y a de la bagarre tous les soirs. Tulle, c'est pas mal. Moi, je suis président d'un club sportif à Tulle. Et je suis assez content de ce qui s'y passe. Après, vous avez toujours des détracteurs qui disent oui, plus d'entreprises, plus machin. Le bassin tulliste, c'est compliqué. Hein. C'est l'ancienne équipe. Toutes les anciennes équipes municipales où il y a eu des erreurs de stratégie de fait et ça donne ce qu'il y a aujourd'hui. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de miracle. Moi, je ne suis pas mécontente de Bernard Combe. La seule chose que je lui reprocherais, c'est qu'il n'est pas aussi présent au marché qu'était François Hollande. D'accord. Et ça, dans nos villes, c'est important. Alors, des compliments, des critiques, c'est un peu le jeu des micro-trottoirs. On va revenir sur quelques points. Mais d'abord, sur votre façon d'exercer votre mandat, on va reparler de démocratie participative. La tulliste là, qu'on a entendue à la fin, quand même, vous reproche de ne pas être assez souvent sur le marché. Ça fait sourire. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas en filigrane est-ce que vous n'êtes pas assez sur le terrain? C'est peut-être ça qu'elle peut vous reprocher. Et c'est d'ailleurs Raphaël Chaumeil qui dit cela également de vous. Il dit « La démocratie participative devait être au cœur de son action politique. Elle ne l'a pas été. Il a eu un moment de flottement après la défaite aux législatives. Il n'avait plus le moteur Hollande derrière lui. Il a plus de plaisir à être à Paris qu'à Tulle. » Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est un peu l'ancienne de Raphaël Chaumeil. Il dit toujours la même chose. En fait, nous avons connu plusieurs maires de Tulle qui étaient tous députés maires de Tulle.
Il y a eu Jean Combasteil, il y a eu, avant d'autres, il y a eu ensuite Raymond Max Aubert, député maire de Tulle, il y a eu François Hollande, député maire de Tulle. Ils étaient députés maires de Tulle, ils étaient maires à temps très, très partiel, bien plus partiel que moi. Ils venaient effectivement un petit peu au marché le samedi matin. Vous n'y allez pas souvent au marché ? Si, j'y vais, sauf que je n'ai pas tout à fait les mêmes pratiques de marché que M. Hollande, par exemple, qui, lui, ne faisait aucune course, parce qu'il n'habitait pas réellement, et maintenant, si, mais il n'habitait pas à l'époque Tulle, et repartait à Paris rejoindre sa famille. Moi, je fais mes courses au marché, donc j'ai parfois aussi un sac avec de vraies courses dedans pour manger à midi ou le dimanche. J'ai une présence sur le marché qui est séquencée, parce que je pense aussi que j'ai cherché à être sur le terrain autrement. Je fais par exemple des permanences le samedi matin dans les quartiers. C'est du temps que je prends au marché entre 11h et 13h. Je suis dans les quartiers. Vous ne vous sentez pas coupé de la population ? Mais non, pas du tout. La population, elle peut me voir quand elle le veut. Je suis moins parisien que tous les tullistes qui ont habité cette fonction, je le dis en toute franchise. Ça ne vous manque pas d'aller à Paris, comme quand vous étiez conseiller à l'Élysée ? Ça me manque différemment, en ce sens que j'ai toujours une activité au cabinet de François Hollande, ancien président de la République, et pour sa fondation, mais beaucoup plus partielle qu'avant. Donc je me consacre davantage à Tulle, c'est ce que veulent les tullistes. Et ça me permet aussi d'avoir un réseau, accès à un réseau national pour financer des projets, de beaux projets dont nous avons besoin. Alors on continue à parler de votre bilan. On n'y coupe plus nulle part, à Tulle non plus, la sécurité. Alors le 15 octobre dernier, le conseil municipal de Tulle a voté en majorité ce que les élus de gauche avaient toujours rejeté, la mise en place d'une police municipale. 4 policiers, agents non armés devraient commencer leur service dans quelques mois. Alors je rappelle très vite fait le contexte avec ces images que vous pouvez voir. La tranquillité du centre-ville avait été mise à mal cet été dans le quartier de la cathédrale par la présence de jeunes alcoolisés et une augmentation des incivilités. Donc c'était surtout au mois d'août, face à un manque flagrant de policiers, dont l'effectif baisse effectivement pendant l'été. La mairie avait fait appel à 2 vigiles qui avaient coûté 6 000 € à la ville. Décision donc votée quasi à l'unanimité au conseil municipal. Mais voici ce que vous reprochent vos opposants, notamment José Dinucci, qui est donc secrétaire départemental Rassemblement National en Corrèze. Pourquoi n'avoir pas pris en compte plus tôt la dégradation de la sécurité au centre-ville de Tulle ? C'est une décision tardive, trop tardive ? Non, je pense qu'il y a un moment donné, mais je comprends aussi les critiques. Il faut accepter, quand on est aux affaires, d'entendre ce qui est dit. Trop tard, je ne sais pas. Ce que je pense sincèrement, c'est que la sécurité publique appartient au domaine régalien de l'État. C'est une compétence de l'État. Et quand vous prenez en charge, en tant que ville, une compétence nouvelle, qui sera la police municipale, vous impactez lourdement les finances locales, ce qui peut vous empêcher de faire autre chose. D'une part. D'autre part, moi je voudrais revenir sur cette dégradation du sentiment de tranquillité à Tulle. On a fait, comme les autres, des conseils de prévention de la délinquance départementale, et on a analysé avec les services de sécurité, avec le préfet, avec la commissaire, les chiffres de Tulle. Ils sont de 40% inférieurs à l'incivilité et à la criminalité de toutes les villes comparables de ce territoire. Avec quand même une augmentation des incivilités. Alors, une augmentation des incivilités, mais ce n'est pas pour autant, il n'y a pas eu de criminalité supplémentaire, il y a eu des cambriolages, oui, notés comme en augmentation, mais dans l'ensemble, on est 40% moins intranquille que dans beaucoup d'autres villes. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait relativiser tout ça. Cet été, nous avons eu des jeunes qui se sont alcoolisés dans le quartier ancien, qui nous ont posé beaucoup de problèmes, qui ont vraiment abîmé la vie des citoyens qui habitent ce quartier. Je le dis, je le reconnais. J'ai utilisé les services de ces vigiles parce que je n'avais pas d'autre solution en place, mais nous aurons bientôt une police municipale, et pas seulement. Nous aurons aussi le recrutement d'un médiateur de rue, d'un médiateur social, parce que dans une ville de gauche, je le rappelle, avec ces valeurs-là, on porte aussi la tranquillité, la sécurité, mais on porte aussi la prévention. Il n'y a pas eu d'angélisme selon vous, comme dit Raphaël Chaumeil, il dit la création de la police municipale en fin de mandat, c'est l'aveu d'un échec, d'un raté. Vous auriez laissé gangréner la situation. C'était son idée, depuis quelque temps, il portait cette idée. Donc, il a donc fustigé l'angélisme de la majorité municipale. Donc pas d'angélisme selon vous ? Franchement, nous n'avons pas des têtes d'ange. La sécurité à Tulle, faut être sérieux. À relativiser, comme vous l'avez dit. À relativiser de tellement grande manière que... Mais par contre, oui, soyons pragmatiques. Si j'ai souhaité cette police municipale, qui n'était pas dans le projet municipal, alors que M. Chaumeil le portait, lui, dans son mandat de la campagne de 2014, c'est parce que je pense qu'on peut faire autrement, jusqu'à un certain point. Et quand on ne peut plus faire autrement, eh on adapte son logiciel. Là, encore une fois, on adapte la politique et la compétence municipale, et on l'acquiert. Vous savez, on pourrait faire l'exercice pour d'autres compétences. L'État se retire
et les villes doivent compenser. Et avec quel argent ? Créer une police municipale, c'est un peu comme vous le dites finalement, c'est quand même faire des petits arrangements avec ses idéaux. Et c'est Dominique Grador aussi qui le dit, qui a voté pour, sans doute avec amertume. Elle dit, quand on veut transformer la réalité, il faut la prendre pour ce qu'elle est et pas pour l'idéal que l'on en a. C'est une grande politique, Dominique Grador, elle a tout à fait raison, je partage ce point de vue. C'est pas la valeur de la gauche, effectivement, ça va un peu à l'encontre de... Non, mais enfin, la valeur de la gauche, c'est quand même aussi la sécurité des citoyens. Si on commence à dire que c'est l'apanage de la droite, franchement, ça n'a pas de sens. À ce stade de l'évolution de la ville, il faut comprendre, une ville change aujourd'hui, elle reçoit des publics qu'elle ne recevait pas avant. D'autres habitants vont se placer sur les hauteurs plutôt que d'habiter le centre ancien. Tout ça, ça modifie les rapports des uns et des autres. Et donc, certains, quand même, très à gauche disent que vous surfez peut-être sur ce sentiment d'insécurité, voilà, alors sur lequel surfent beaucoup de... Bien sûr, alors à droite, c'est pas assez à droite, et à gauche, c'est pas assez à gauche. Alors moi, je me situe sans doute au bon endroit. Revenons sur cette alliance avec vraiment l'extrême gauche, le PC à Tulle. C'est vrai que c'est historique pour cette ville martyre. Voilà, depuis le PC n'est pas l'extrême gauche. Avec le PC, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette alliance, elle tient toujours aujourd'hui. Oui, elle n'est pas un peu surannée, un peu passée. Pourquoi elle tient encore ? Je ne sais pas. Écoutez, d'abord, on a des chiffres pour ça. Et puis ensuite, je pense que d'abord, le communisme municipal a apporté beaucoup de choses aux villes qui l'ont vécu et qui ont porté des communistes au pouvoir. Et ensuite, je pense qu'avec les socialistes, on a su travailler cette question sociale, cette question du rayonnement d'une ville, cette prise en compte des besoins de solidarité, de développement. Et avec les communistes, on peut travailler aujourd'hui dans les villes de manière tout à fait sereine. Ils ne reprochent pas une politique peut-être faisant trop alliance avec le capitalisme, parce que dans une ville, on fait de la politique autrement, on agit au quotidien pour les citoyens. Et moi, je pense que les tullistes ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient à la fois à bénéficier de sensibilités un peu différentes, mais toujours orientées vers le sens de la solidarité. Alors, au cheval de bataille de vos adversaires de droite, l'immigration, l'accueil de populations issues de l'immigration semble poser effectivement question à vos adversaires. Raphaël Chaumeil dit « Bernard Combe a subi ou organisé de recevoir des populations nouvelles, pas forcément avec un projet de vie porteur pour la cité de Tulle. Il a pris de plein fouet la vague migratoire, il en découle un sentiment de ghettoisation de la ville. » Alors, Tulle en train de se ghettoiser, c'est le sentiment de certains de vos administrés ? Je ne sais pas, il faudrait venir avec vos caméras et puis faire un petit tour en ville, et on verrait bien si on est dans un autre pays que la France, dans une autre ville que Tulle. Effectivement, la ville de Tulle, c'est une ville-préfecture. Dans une préfecture, on accueille des populations qui viennent chercher des documents, qui s'installent parfois après avoir fait des séjours dans des centres de rétention ou des CADA. C'est la règle de toutes les villes. Vous m'imaginez en train d'avoir organisé, on m'a même accusé, mais je crois que c'est le cas de plusieurs maires, d'avoir organisé des cars entiers pour nuitamment faire venir des étrangers dans la ville. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'on peut continuer comme ça avec des phrases de cette nature ? Par contre, là où M. Chaumeil a peut-être raison, ces populations qui arrivent, il faut se saisir de leur situation, il faut les accompagner. Et je n'ai pas forcément eu à ce moment-là de projet pour eux. Parce que d'abord, ils sont diffus, ils ne viennent pas chercher finalement l'aide ou le soutien dont ils auraient besoin. Et ensuite, ça s'organise. C'est pour ça qu'avec ce médiateur de rue et ce médiateur social, nous aurons la capacité peut-être davantage de créer ce lien avec la ville et de les diriger vers les services sociaux qui, je le rappelle, sont de la compétence départementale. Vous dites d'ailleurs aussi que les associations peut-être doivent participer plus activement à l'intégration de populations en difficulté. C'est pas forcément suffisamment le cas aujourd'hui ? Non, parce que les associations tullistes, elles sont aidées depuis longtemps. Nous portons un gros effort dans ce sens. Nous apportons 1 million d'euros aux associations tullistes pour qu'elles participent de cette cohésion sociale et de ce vivre ensemble. Sauf que, à un moment donné, elles n'attirent toujours que leur public, leurs propres passionnés. Il faut être labellisé demain, il faudra l'être, labellisé association labellisée pour que justement elles nous montrent les efforts qu'elles sont capables de faire dans ce domaine de l'intégration. Parce que ce que nous avons réussi à Tulle, avec justement cette tranquillité publique qui s'altère légèrement mais qui reste une vraie valeur, nous pouvons le réussir avec les associations et seulement avec elles. On continue à parler de votre bilan, notamment avec le désendettement. Vous avez effectivement désendetté la ville à hauteur de 6 millions en l'espace de 10 ans. Mais forcément que ça se fait au détriment d'autres actions. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche d'un tulliste, sans argent, pas de miracle. C'est ça aussi votre difficulté à vous.
Il y a plusieurs difficultés. À Tulle, nous avons une population qui s'est plutôt stabilisée autour de 15 000 habitants. Elle en a compté beaucoup plus. Elle baisse quand même depuis Non, quelques années. depuis maintenant, Baisser, les statistiques de l'INSEE montrent que la baisse s'arrête assez nettement. Elle a perdu 5 000 habitants entre 1975 et 1990. Je n'étais pas maire. Et elle a perdu ses habitants parce que d'abord, il y a eu un exode vers les villes et les communes alentours pour acheter un pavillon et s'y installer. Et puis, elle a perdu des emplois avec Jet Industrie. Ce que nous avons essayé de combattre, c'est justement de mener une politique d'activité économique suffisamment riche avec des PME qui s'installent sur le territoire en remplacement de cette usine Giat qui a disparu pour créer suffisamment d'activité économique. Les ressources fiscales, elles sont en baisse partout, dans toutes les villes. Les impôts, me dit-on, sont trop chers. Je les ai baissés pour la première fois l'année dernière. Le désendettement à hauteur de 6 millions d'euros, presque 7 en 2020. Pourquoi ? Parce que quand une ville est endettée, elle n'est pas libre de son mouvement. Elle est simplement soumise aux banques et au contrôle du préfet. J'ai voulu désendetter la ville pour qu'elle soit plus libre de ses mouvements. Un désendettement à cette hauteur, c'est inespéré. Je voudrais simplement rappeler à tous les autres maires qui n'avaient pas fait ce travail que s'ils l'avaient un petit peu conduit, on serait encore plus libre aujourd'hui de nos politiques. Alors vous dites que vous avez fait venir des PME, on en vient vraiment à l'emploi, à l'économie. C'est ce que vous reprochent finalement vos adversaires, c'est de ne pas faire suffisamment pour attirer des entreprises et pour créer des emplois. Vous êtes parmi les dernières villes de France en termes de création d'emplois, malgré un taux de chômage assez faible, mais parce que les jeunes finalement partent ailleurs pour trouver de l'emploi. José Dinucci vous dit, comptez-vous faire de Tulle un musée de la CGT ou des associations ? Pourquoi n'essayez-vous pas de désenclaver la ville, d'y faire venir des entreprises ? Vous ne faites pas valoir des atouts comme la proximité d'un croisement autoroutier ou d'un aéroport. Donc voilà, que faire pour faire vraiment venir des entreprises et développer l'emploi à Tulle ? Je suis vice-président de l'action économique à l'Aglo, à Tulle-Aglo. Nous sommes sur une zone qui compte environ 160 entreprises et qui concentre 3200 emplois environ. La ville de Tulle, la ville-préfecture, n'a plus d'entreprises de type industriel sur son territoire. C'est fini, elles sont toujours à l'extérieur. Nous avons créé dans ce mandat la zone d'activité Est pour accueillir des entreprises sur le territoire de la ville. Ces entreprises vont s'installer, je peux vous les citer, elles sont nombreuses. Nous avons créé plusieurs dizaines d'emplois dans ce mandat. Simplement, l'emploi, il est sur la surface de l'agglomération et pas simplement sur l'activité proprement urbaine, parce qu'une ville, c'est autre chose aujourd'hui. L'action d'un maire, on ne peut plus effectivement raisonner par non, on peut plus raisonner autour d'une ville, c'est vraiment l'agglomération qui importe. En même temps, vous savez, j'essaie toutes les fois que c'est possible, de maintenir les structures associatives, les entreprises, les micro-entreprises dans le bassin tulliste pour que justement il y ait une vie. Vous savez combien il y a de personnes qui viennent travailler à Tulle tous les jours ? 13 000. Elle dispose de 15 000 habitants, 13 000 personnes viennent travailler tous les jours. Ça vous donne une idée de sa capacité. Il y a 1500 personnes à l'hôpital de Tulle qui viennent travailler tous les jours. Il y a de très beaux bastions d'emploi public aussi. C'est cela qu'il faut essayer de défendre et de faire prospérer. Vous allez essayer de faire prospérer de quelle façon concrètement ? Bien, tout simplement, il faut s'adapter peut-être aujourd'hui aux conditions. Quand je visite des entreprises tous les lundis après-midi, puisque c'est le jour que je consacre à l'activité économique, toutes les entreprises me disent « je cherche des personnes pour travailler, je n'en trouve pas ». Qu'est-ce qui se passe ? Il y a donc un problème d'adéquation avec la formation. J'ai pour ça souhaité accompagner le projet de Tulle-Aglo fortement de pôle universitaire. Pourquoi un pôle universitaire à Tulle ? Toutes les villes qui ont perdu des habitants dans les 20 dernières années les ont perdus parce qu'elles n'avaient pas su adapter leur centre de formation au bac plus 2, bac plus 3. Un pôle universitaire avec un centre de soins infirmiers, un centre d'aide-soignants, des élèves professeurs, un centre de l'industrie, des apprentis de l'industrie. Voilà ce que nous allons créer sur le site, qui est en train de se transformer complètement. Un restaurant inter-entreprise et inter-administration. Tout ça, ça conditionne finalement une revitalisation d'un secteur qui peut aujourd'hui, effectivement, ça a été dit par monsieur, le quartier de la Gare a explosé aujourd'hui, tout le monde veut y être installé. Il reste qu'effectivement, sur le quartier du Trek, il faut rééquilibrer. Cette ville, elle est longue. Elle a donc des points d'activité qui sont différents. Vous avez les secteurs de la Gare, le secteur ancien, et puis le centre avec l'avenue Victor Hugo, l'avenue commerçante. Vous avez d'ailleurs engagé effectivement un certain nombre de travaux en termes d'aménagement urbain. Raphaël Chaumeil vous dit quand même l'opération Cœur de Ville est surtout une opération de communication politique qui génère très peu de choses en matière de travaux réels. Il parle aussi de nombreux incendies avec des bâtiments très vieux qui ne sont pas forcément retapés. Il nous dit le secteur immobilier s'est affaissé à Tulle, que tout est vieillissant, pas suffisamment rénové.
rénovés et des incendies se sont développés. Il y a encore beaucoup à faire à Tulle. Oui, il faut continuer. C'est une ville ancienne, avec des bâtiments anciens qui ne sont pas forcément suffisamment investis par leurs propriétaires. Ce que je voudrais dire à M. Chaumeil, c'est qu'il le sait très bien. Il est à tous les conseils municipaux, il suit les affaires. Les incendies sont parfois liés à d'autres situations que la délinquance. Bien évidemment, c'est parfois des installations électriques qui sont défaillantes ou des publics qui ne tiennent pas bien leurs appartements et des propriétaires qui les entretiennent mal. L'action cœur de ville, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le gouvernement. J'y suis rentré parce que je sais qu'avec ce dispositif, on peut travailler la question commerciale et la question de l'habitat. Il faut lier les deux. Habitat et commerce sont finalement les deux mamelles d'intérêt d'une commune. Si vous n'avez pas ça, quel intérêt d'habiter une ville? Et nous avons créé dans ce mandat 56 commerces, enfin pas la ville elle-même, mais accompagner la création de 56 commerces et de 11 reprises. On peut faire un tour de ville avec vos équipes, et puis on peut aller faire un tour de ville dans les autres villes équivalentes à Tulle. Et on verra si le commerce est si déclinant que ça. Je ne le crois pas. Alors rapidement, on n'a plus que 2 minutes. Vous avez parlé, en parlant de votre réélection potentielle, vous voudriez faire de Tulle une ville à la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien parce que tout simplement, quand on est sur les hauteurs de Tulle, sur ces 7 collines, on a la chance d'avoir autour de soi beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres et beaucoup de nature. C'est très verdoyant. Quand on est dans le bassin profond de la ville, c'est-à-dire le long de la Corrèze, que nous avons renaturé joliment, il reste beaucoup à faire pour la verdir. Il faut que les gens aient le sentiment, quand ils habitent une ville comme ça, que la nature est à leur côté. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs arrêté les pesticides 10 ans avant tout le monde. L'écologie aussi indispensable. L'écologie sera au cœur du dispositif. La renaturation de la Corrèze, elle est critiquée aujourd'hui par certains. Or, la Corrèze, elle est magnifique. Maintenant, elle retrouve son flux. Elle est un peu martyrisée encore par les voitures qui sont tout autour. Il faudra trouver des formules nouvelles. Je veux que les gens qui viennent habiter Tulle se disent, mais bon sang, non seulement on est bien parce que c'est une ville culturelle, rayonnante, commerciale, économique, avec beaucoup d'associations, mais c'est aussi une ville verte. En 10 secondes, qu'est-ce qu'on pourra retenir de votre mandat ? Un cinéma qui perdait des dizaines des centaines de spectateurs, qui maintenant en a 140 000 par an, un tribunal de grande instance qui fonctionne, un hôpital qui retrouve du service pour lequel j'ai largement œuvré, des aménagements urbains très importants, le quartier de la Gare, le pôle universitaire, j'y reviens, beaucoup d'aménagements, plus de 800 façades réalisées sur 12 ans qui changent le visage de la ville, beaucoup d'activités économiques malgré ce qu'on peut en dire. Merci à vous, Bernard Combe. À la prochaine, touche à sa fin. À la prochaine. La semaine prochaine, Anaïque Demars recevra Michel Vernier, maire de Guéret en Creuse, pour notre prochaine émission Dimanche en politique. À suivre votre page d'information régionale. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.